一个是我从我妈妈那儿知道，破不垮，打不散，就被拉到了丰台体育场，所以那些很正式的衣服就在当地那是很坚定。Un être éveillé du nom de Jésus était très actif dans la région de Jérusalem vers l'an 30 de notre ère. Il guérissait gratuitement les gens de leurs maladies et parlait de la vérité sur le royaume des cieux. De plus en plus de gens ont commencé à croire en lui et à le suivre. 2 milliers d'années plus tard, nous ne pouvons appréhender ce personnage légendaire qu'avec un nombre limité d'archives historiques et par des œuvres d'art. En 1999, un film sur la vie de Jésus a circulé discrètement parmi les pratiquants de Falun Gong en Chine. Le 25 avril, les pratiquants se sont réunis devant le bureau d'appel du Conseil des affaires de l'État de Zhongnanhai pour clarifier la vérité et peu après, l'information sur une répression imminente s'est amplifiée. Les pratiquants de nombreuses régions étaient harcelés pendant leurs exercices collectifs quotidiens. La police mettait certains coordinateurs de centres d'assistance sous surveillance et même fouillé et perquisitionné leur domicile. Les médias étrangers ont rapporté l'intention du comité central du PCC de renoncer à 500 millions de dollars excédentaires en échange de l'extradition de M. Li Hangzhe. L'histoire et la réalité se confrontaient de façon inattendue. La situation était très tendue à l'époque. Quel point de vue les disciples devaient-ils adopter dans de telles circonstances? Une scène du film Jésus-Christ m'a profondément touché. Une fois Jésus a traversé la mer avec ses disciples. Il y avait de nombreux disciples sur le bateau. Jésus s'était endormi. Alors que les disciples ramaient, une grosse tempête s'est levée. Il semblait que le bateau allait se renverser. Les disciples attendaient anxieux que Jésus se réveille. Mais Jésus continuait de dormir. Ils ont eu si peur qu'ils ont dû réveiller Jésus. Jésus est monté sur la proue et a réprimandé le vent et la mer et fit cesser le vent. Immédiatement, tout est redevenu normal. Alors les disciples ont été soulevés d'enthousiasme. Mais Jésus s'est retourné, l'air très sérieux. Il a demandé aux disciples « Où était votre foi ?» La question de Jésus m'a réellement touché. Il m'est apparu que quand les disciples d'une voie droite ou d'une religion droite rencontrent de telles tribulations, la même question se pose. As-tu la foi? En fait, rien ne compte si tu n'as pas la foi. Tu peux ne rien faire, tu peux rentrer dormir, tu peux continuer ton travail et faire tout ce que tu veux, cela n'a aucun impact. Mais la question cruciale est que si tu as la foi, tu pourras faire face à des situations de danger de mort. Durant cette période, Jiang Zemin a émis fréquemment des instructions au sujet du Falun Gong. Le 25 avril au soir, en son nom de secrétaire général du comité central du PCC, il a envoyé une lettre aux membres du comité permanent du Politburo et à d'autres responsables. Il a qualifié l'activité du 25 avril d'incident politique secrètement orchestré. Le 8 mai, Jiang a écrit à nouveau au Politburo central, au département du secrétariat et à la commission militaire centrale en critiquant le Falun Gong. L'état d'esprit de Jiang Zemin mérite d'être examiné car en réalité cet incident du 25 avril avait déjà été résolu. Le Premier ministre Zhou avait rencontré les pratiquants et il avait été clairement indiqué qu'il s'agissait d'une mésentente entre citoyens. Le comportement de Jiang Zemin était étrange. Sur un coup de tête, il a écrit une lettre au Politburo, laquelle a été publiée plus tard dans le quotidien du peuple. Il s'agissait des théories de Mao, Deng et Jiang lui-même sur l'idéalisme par opposition au matérialisme. En fait, Jiang a pratiquement copié la lettre de Mao de 1954 sur le roman Le rêve dans le pavillon rouge a déclenché un mouvement condamnant Hu Shi. C'était un mouvement idéologique, comme le matérialisme contre l'idéalisme qui a toujours été un problème de doctrine idéologique. Maintenant, Jiang clamait que le Falun Gong représentait l'idéalisme et que combattre le Falun Gong représentait la lutte entre le matérialisme et l'idéalisme. Le 7 juin, Jiang Zemin a prononcé un discours à la réunion du Politburo accusant le Falun Gong d'avoir un contexte politique profond et un contexte international compliqué et comme étant l'incident le plus grave depuis les troubles politiques de 1989. Ce discours a été transformé en un document secret et communiqué au sein du Parti communiste. Le comité central du PCC a décidé de persécuter le Falun Gong en se basant sur ce document secret. 3 jours plus tard, le 10 juin, sous le contrôle de Jiang Zemin, le bureau central de contrôle concernant la question du Falun Gong a été instauré avec Li Langqin à sa tête et Luo Gan et Jing Guangten comme directeur adjoint.
Par la suite, ce fut le désastreux bureau 610. 4 jours plus tard, l'agence de presse Xinhua et CCTV diffusaient simultanément le message suivant. Le 14 juin, l'agence de presse Xinhua a publié les discours prononcés par les chefs des 2 bureaux d'appel, le bureau d'appel du comité central du PCC et le bureau d'appel du Conseil des affaires de l'État, quand ils ont rencontré les pétitionnaires du Falun Gong. Le premier point était que récemment, des gens ont répandu des rumeurs, que les instances de la sécurité publique étaient sur le point de lancer la répression du Falun Gong et que les membres du parti et les fonctionnaires n'étaient pas autorisés à pratiquer le Falun Gong. Il a dit que ce n'étaient que des rumeurs, faites par un petit nombre de personnes avec l'intention inavouée de provoquer un incident. Nous pouvions donc comprendre que, puisque les 2 responsables des bureaux d'appel avaient parlé ainsi, cela voulait dire sérieusement aux gens que le parti et le gouvernement autorisaient la liberté de pratiquer et la liberté de croyance. Tu peux pratiquer, tu peux ne pas pratiquer, tu peux croire, tu peux ne pas croire, tu peux pratiquer n'importe quelle méthode. Cependant, après le 14 juin, la liberté de pratiquer le Falun Gong a été réprimée davantage. Quand nous nous rassemblions pour les exercices collectifs du samedi, les voitures de police étaient là pour filmer tous les pratiquants. Alors que les pratiquants de Falun Gong subissaient en silence harcèlement et traitements injustes, les préparatifs d'une répression à grande échelle étaient en cours. Le 22 juin, une équipe de production de l'émission Lumière de la science de Wuhan, commandée par le ministère de la Sécurité publique, est allée dans la ville natale de M. Li Hongzhi, à Changchun, dans la province du Jilin, dans le but de recueillir et de fabriquer des documents pour calomnier M. Li Hongzhi. Cependant, les soi-disant documents étaient en fait les mêmes fausses accusations proférées par quelques individus de Changchun. Ces accusations avaient été clarifiées 4 ans plus tôt par l'Association de recherche scientifique sur le Qigong. Monsieur Ye avait participé à cette enquête à l'époque. Un des prétendus chefs d'accusation était que M. Li Hongzhi avait volé le système de Qigong d'autres personnes. Comment ça voler? On affirmait que M. Li Hongzhi ne connaissait rien au Qigong, qu'il avait arrangé le travail d'un autre après avoir participé à son stage et l'avait réorganisé comme étant le sien. Il existe même une preuve. M. Li a une attestation de ce stage de Qigong. Finalement, lorsque nous sommes allés voir cette personne qui avait tenu le stage à l'époque, nous avons appris que celui-ci, après avoir appris la méthode de M. Li Hongzhi, l'avait trouvé ô combien meilleure que la sienne. Il avait depuis longtemps commencé le Falun Gong. De plus, il avait cessé d'enseigner son propre Qigong depuis longtemps. Quand nous lui avons parlé de l'accusation, il a dit « C'est très simple, allons le voir ensemble ». Alors nous sommes allés ensemble voir le directeur de l'association de Qigong. Il lui a dit « J'étais à la tête de la méthode en question. Savez-vous pourquoi je me suis fait discret ces 2 dernières années? C'est justement parce que j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong qui est ô combien meilleur que ma méthode. Donc je vous confirme que le Falun Gong n'a absolument aucun problème. Il a dit que le Falun Gong est bon dans tous les domaines. » Ainsi, tout était clair pour eux. Cela avait déjà été résolu il y a longtemps. Eux-mêmes ont confirmé que c'était réglé, pourtant ils voulaient changer la décision rendue. Cela n'a aucun sens. Depuis la mi-juin, tous les niveaux des services du gouvernement et des entreprises d'État ont été informés en interne par le Parti communiste de ne pas fournir de lieu pour les exercices aux pratiquants de Falun Gong et de demander aux membres du Parti communiste, de la Ligue de la jeunesse et aux fonctionnaires d'arrêter de pratiquer le Falun Gong. En juillet, CCTV, à la demande du bureau 610, a commencé une émission intitulée « La vérité au sujet de l'incident du 25 avril à Zhongnanhai ». Le quotidien du peuple a aussi commencé à publier une série de prétendus éditoriaux sur le thème « Honorer la science et briser les superstitions ». À ce moment-là, un mouvement de répression lancé personnellement par Jiang Zemin dans le but d'éradiquer totalement le Falun Gong a été déclenché. L'opération a commencé au niveau militaire. Mon père était parmi les 5 pratiquants de Falun Gong qui sont entrés à Zhongnanhai le 25 avril pour parler à la direction centrale. Il était aussi un haut officier dans l'armée. La nuit de cet appel pacifique, quand il est rentré chez lui, ses supérieurs de l'armée l'attendaient. Depuis cette nuit-là, il a été placé en résidence surveillée. Plus tard, le 1er juillet au soir, mon père a été emmené par son corps d'armée. Et depuis, je n'ai plus jamais entendu parler de lui.
À ce moment-là, M. Li Hongzhi était invité à Chicago, dans le Midwest des États-Unis, pour une conférence de partage d'expériences de cultivation du Falun Dafa. La cultivation est pratique et l'élévation des élèves est ce que M. Li Hongzhi a le plus à cœur depuis toujours. Le 25 juin, dans le centre James Thompson, au centre-ville de Chicago, le gouvernement de l'État de l'Illinois a honoré M. Li Hongzhi avec le prix pour service distingué en reconnaissance de son dévouement altruiste envers les gens et du succès du Falun Dafa dans l'amélioration de la santé des gens. Ils ont dédié cette journée comme étant la journée de Li Hongzhi à Chicago. Ce jour-là, les pratiquants assistant à la cérémonie de remise des prix avaient déjà ressenti l'atmosphère tendue avant la répression. À l'époque, nous avons souvent reçu des courriels de menaces disant « Vous allez tenir la conférence de Fa à Chicago. Nous allons faire ceci et cela pour la saboter. » Au moment de la conférence à Chicago, nous étions très tendus. La conférence de partage d'expériences de cultivation a eu lieu le lendemain de la cérémonie de la remise du prix. À la fin de la conférence, M. Li Hongzhi a répondu aux questions des élèves comme d'habitude. M. Li Hongzhi a lu la question suivante. Un disciple, permettez-moi de demander au maître, quand Jésus était sur le point d'être crucifié, que faisaient ses disciples ? Maître, veuillez passer le message aux hommes de ce monde et aux cieux. Nous, les disciples de Dafa, ne permettrons absolument jamais qu'une telle chose se produise. Merci à tous. Les pratiquants ne doivent pas être affectés par les pensées humaines. Vous êtes des pratiquants. Ce simple échange entre le maître et les disciples a transmis incidemment le message suivant. Les disciples de Dafa ne vont pas fermer les yeux sur la persécution de Dafa et du maître. En tant que maître de Dafa, M. Li a demandé à ses disciples de juger tout selon les critères de l'état d'esprit qu'un pratiquant doit avoir. À partir de ce moment-là, le passé historique se différencie de la réalité qui est en train de se produire. À la fin de la conférence, les élèves se sont levés et ont fait leurs adieux à M. Li Hongzhi. Dans n'importe quelle circonstance difficile, vous devez tous garder un cœur stable. Simplement en ayant un cœur inébranlable, on maîtrise 10 000 agitations. Ce sont les dernières paroles que M. Li Hongzhi a dites à ses disciples avant que la répression totale ne commence. M. Li était présent à l'exercice collectif des pratiquants le lendemain à Olive Park, dans le centre-ville de Chicago. Le maître et les disciples n'allaient plus avoir l'occasion de se rencontrer avant plus d'une année. Cela ne faisait que 7 ans que l'enseignement de Dafa avait été présenté au public. Ces disciples qui ont commencé à pratiquer il y a peu allaient-ils pouvoir résister à l'épreuve brutale qui s'annonçait ? Alors, à quel genre de force voulant les réprimer, M. Li Hongzhi et ses disciples allaient-ils devoir faire face? Un ancien responsable communiste chinois a fait l'observation suivante. Le Parti communiste chinois a développé un système strict depuis sa création il y a environ 80 ans. À travers ces 50 ans de dictature, ce système s'est transformé en un outil maniable sous la justification de l'état de droit. Aucun autre régime au monde ne peut utiliser l'appareil de l'État pour contrôler et réprimer son propre peuple sans aucune contrainte, comme peut le faire le PCC. La Chine a la plus grande armée du monde, une police armée, des forces de la sécurité publique, des centres de détention et un système pénitentiaire, ainsi que plus de 2000 journaux, magazines, chaînes de radio et de télévision et d'autres organismes de propagande contrôlés par l'État. CCTV compte à elle seule 12 chaînes de télévision. Elle couvre 90% de la population du pays avec plus de 1,1 milliard de téléspectateurs. Elle a une couverture mondiale grâce à des transmissions par satellite en chinois, anglais, français et espagnol, ainsi qu'en cantonais, en dialecte minnan et en d'autres dialectes.
Les personnes qui ont vécu cette tempête peuvent encore se remémorer cet été à Pékin. Le soleil brûlait dans le ciel et il faisait exceptionnellement chaud. Au petit matin du 20 juillet, des arrestations concertées des coordinateurs du Falun Gong ont été menées dans plus de 30 provinces et villes. Soudain, une répression totale a commencé. Jiang Zemin comptait pouvoir conclure rapidement cette bataille et clamait qu'il allait pouvoir éliminer le Falun Gong en 3 mois. Journaux, magazines, chaînes de radio et de télévision ont commencé à publier et diffuser en boucle 24 heures sur 24 des articles et programmes critiquant et condamnant le Falun Gong. Depuis les villes jusqu'aux zones rurales reculées, la police a forcé les masses de pratiquants à quitter les points de pratique et à emmener en voiture de police ceux qui ne voulaient pas céder. La police locale, dirigée par des comités de quartier, a fouillé les maisons des pratiquants les unes après les autres et leur a ordonné de renoncer à leurs croyances et de remettre ou de détruire les livres et le matériel audio et vidéo du Falun Gong. Jiang Zemin a déclaré « Je ne crois pas que je ne puisse pas me débarrasser du Falun Gong ». De nombreux sociologues ont prédit, avec la puissance du gouvernement chinois, le Falun Gong ne tiendra pas une semaine. Face à cette terrible tempête, de nombreux pratiquants ont ignoré les interdits et sont allés à Pékin faire appel pour le Falun Gong. Ils étaient tous conscients des conséquences possibles, mais ils n'ont pas voulu faire demi-tour. Nous étions à la maison en train de regarder les nouvelles quand mon mari m'a appelé. Il a demandé « As-tu vu les nouvelles ?» J'ai répondu « Je suis en train de les regarder ». Il a dit « Tu sais, dans ce pays, il n'y a pas de justice. Quand ils étiquettent quelque chose d'organisation illégale, la répression est probablement imminente. Vous, les pratiquants, devez être prudents. Ne vous mettez pas en avant. Le Parti communiste est toujours sans pitié. » J'ai dit « Je sais ce que je dois faire. Ne t'inquiète pas. » Après avoir posé le téléphone, nous 5 sommes partis. Aucun d'entre nous n'a emporté ni clé ni argent. Nous étions en tenue de pratique des exercices, nous avons pris un taxi et nous sommes partis. À ce moment-là, nous nous attendions à ne pas pouvoir revenir. Le centre sportif de Fangtai, situé dans le sud-ouest de Pékin, est un complexe sportif moderne construit pour accueillir les 11e Jeux asiatiques. Les bâtiments du centre sportif occupent une superficie de 220 000 m². Pendant les quelques jours qui ont suivi le 20 juillet 1999, il est devenu de facto le centre de détention des pratiquants de Falun Gong faisant appel. Voici ce qui s'est passé là-bas. Le stade Fangtai était rempli de pratiquants, y compris les gradins. Nous n'avions pas de nourriture du matin jusqu'au soir. Alors que les gens pouvaient entrer et sortir librement, puisque les portes étaient ouvertes, personne n'est parti. Nous avions le sentiment que nos voix n'avaient pas été entendues. Le gouvernement n'a donné aucune explication en interdisant et réprimant à sa guise. Ce n'était pas acceptable. Donc, avec ce genre de pensée, personne n'est parti. Vers 20 h, à la tombée de la nuit, la police a commencé à disperser les pratiquants en utilisant la force. Oh là là, j'ai vu un policier traîner une femme par ses habits, exposant sa poitrine. D'autres traînaient les gens par les cheveux. Je me rappelle quand la police jetait les gens dans le bus. Nous nous tenions bras dessus, bras dessous, et nous encouragions à ne pas les laisser nous séparer. Nous n'arrêtions pas de répéter, ne pas rendre les coups quand on nous frappe, ne pas rétorquer quand on nous insulte. J'étais très touché. Je me suis demandé comment se sentait la police. Ainsi étaient les pratiquants de Falun Gong qui cultivaient selon authenticité, bienveillance, tolérance. Ils n'ont jamais eu recours à la violence dans cette situation très tendue. 4 ans plus tard, à un rassemblement à Washington DC pour commémorer le 20 juillet et pour demander la fin de la persécution, nous avons rencontré de nombreux pratiquants qui avaient fait appel à Pékin. En se remémorant leur expérience extraordinaire, voici ce qu'ils ont dit.
Nous, les pratiquants, n'avions pas peur. Nous avons fait nos exercices et la méditation sous une chaleur accablante. Nous avions le cœur vraiment paisible. Nous leur avons raconté nos histoires. Nous sommes restés là pendant 3 jours d'affilée, les 20, 21 et 22 juillet. De nombreux pratiquants étaient venus de tout le pays. Je pensais que puisque nos coordinateurs avaient été arrêtés, nous étions tous des coordinateurs. Les disciples du Maître ont tenu bon comme un seul corps. Ils étaient vraiment invincibles. Ils ont laissé une bonne image partout où ils sont allés. On ne peut pas s'empêcher d'être rempli d'admiration. Des centaines de milliers de pratiquants de Falun Gong ont essayé de se rendre à Pékin pour faire appel après le 20 juillet. Le bureau 610 a exigé des gouvernements locaux d'empêcher à tout prix les gens de faire appel. L'armée est entrée dans un état de préparation au combat de niveau 1. Comme toutes les routes principales de Pékin étaient soumises à un blocus strict, de nombreux pratiquants se sont rendus à pied ou à bicyclette, traversant les collines et les montagnes. Parmi toutes les histoires entendues, il y avait celle des 9 paires de chaussures. Dans le but d'aller faire appel à Pékin, un vieux monsieur a mis 2 mois à user 9 paires de chaussures pour aller à pied du Sichuan jusqu'à Pékin. Tout ce qu'il voulait, c'était s'exprimer en faveur de la justice et dire « Falun Dafa est bon ». L'histoire d'un pratiquant qui a voyagé à pied, qui a usé 9 paires de chaussures et a finalement atteint Pékin pour faire appel, a touché mon cœur très profondément. Je n'ai pu retenir mes larmes quand j'ai lu les paroles de cette chanson. La mélodie à composer m'est venue naturellement. Monsieur Li Yongzhen nous a demandé d'être de bonnes personnes. Nous voulons seulement être de bonnes personnes. Nous suivons le principe authenticité, bienveillance, tolérance, parler vrai, agir vrai. Pour ces pratiquants ordinaires, leur voyage à Pékin est inoubliable. Grâce à leur voyage, ils ont personnellement pratiqué et expérimenté le principe universel d'authenticité, bienveillance, tolérance. Les médias étaient remplis d'insultes et de calomnies. Cependant, une entité diffusait avec ténacité la voix des pratiquants de Falun Gong. Il s'agissait d'un site web lancé 1 mois plus tôt. Il dépendait d'un seul ordinateur, PC 486, et de lignes téléphoniques pour transmettre les informations. Il a brisé les couches successives du blocus d'Internet et a permis aux pratiquants de Falun Gong du monde entier de se rassembler pour relever le défi. Le site Menghui a été officiellement lancé en juin 1999. Au début, il y avait au moins 500 emails entrant chaque jour, sans compter les fax et les appels téléphoniques. Le site web a attiré l'attention des gens dès le début. Cela prouve que ce canal d'information était très important pour les gens. La répression a été rendue publique à la fin du mois de juillet. La chasse à l'homme, à l'échelle nationale, a commencé dans la soirée du 19 et s'est poursuivie jusqu'au 22 juillet. Puis, il y a eu le blocus de l'information et le blocus d'Internet. À l'intérieur du pays, tous les emails ont été bloqués, y compris les messageries 263.com et 263.com, sous prétexte de maintenance. À ce moment-là, tout à coup, échanger de l'information était difficile. On vous bloquait non seulement pour envoyer de l'information, mais on vous empêchait aussi d'en recevoir. Cela prouve combien il était important pour eux, pour pouvoir lancer et maintenir la répression, de ne pas laisser les gens connaître la vérité et de ne pas les laisser obtenir des informations. De nombreuses personnes ont imprimé des articles du site Menghui et les ont apportés dans les campagnes et les petites villes. Comme vous le savez, beaucoup de pratiquants ont été arrêtés au début de la persécution. Chaque jour, de nombreux pratiquants étaient arrêtés et brutalement battus en plein jour, en public, dans les bureaux d'appel ou sur la place Tiananmen. À cette époque, beaucoup de pratiquants ne savaient pas comment gérer cette situation. Plus tard, certains pratiquants ont apporté des articles de Menghui qui partageaient les expériences des pratiquants sortis pour faire appel et ensuite battus dans les centres de détention, mais qui allaient faire appel de nouveau une fois dehors. Ils ont beaucoup réfléchi. Alors ils ont vécu beaucoup de souffrances et de mauvais traitements difficiles à supporter pour un être humain. Ces pratiquants ont surmonté cela avec un cœur calme. Si quelqu'un peut réellement arriver à faire cela, alors il est déjà conscient que s'il vient à Pékin, ce n'est pas pour lui-même. De nombreux disciples ont compris ce qu'ils devaient faire après avoir lu ces articles.
Pendant cette période, M. Li Hangzhe a été fréquemment interviewé par des médias internationaux et il a constamment expliqué que le Falun Gong ne constitue une menace pour aucun régime. Au contraire, le Falun Gong offre de nombreux bienfaits à tous les gouvernements, au peuple et aux nations et il est totalement inoffensif. Le 22 juillet, le site Minghui a publié la lettre de M. Li aux responsables du gouvernement chinois et aux dirigeants du PCC. Dans cette lettre, M. Li demande au gouvernement chinois de ne pas mettre en œuvre une politique visant à réprimer les innocents pratiquants de Falun Gong, mais de résoudre les problèmes par un dialogue pacifique. Il avait déjà anticipé que la persécution cruelle et inconsidérée des pratiquants serait finalement un désastre pour le pays et son peuple, et ce n'était le souhait d'aucune personne bienveillante. Il y avait un petit parc connu sous le nom de Petite Place Tian'anmen en face de l'ambassade de Chine au 2300 Connecticut Avenue, Washington, D.C. Le 20 juillet 1999, quand les pratiquants de Falun Gong en Chine se dirigeaient vers Pékin, les pratiquants en dehors de la Chine se sont rassemblés sur la Petite Place Tian'anmen. À ce moment-là, nous avons eu l'inspiration d'établir un dialogue avec le gouvernement chinois. Nous voulions dire la vérité aux membres du Congrès afin qu'ils puissent nous aider à établir un dialogue avec le gouvernement chinois. Le Capitole des États-Unis se trouve à environ 5 km au sud-est de l'ambassade de Chine. Des deux côtés de ce bâtiment emblématique se trouvent Constitution Avenue et Independence Avenue, chacune arborant 3 immeubles de bureaux. Ce sont les bureaux des 100 sénateurs et des 437 membres de la Chambre des représentants pour les 50 États. La plupart des pratiquants de Falun Gong n'étaient jamais venus là auparavant. C'était l'été. Quand nous avons entendu parler de la répression, nous avons roulé toute la nuit jusqu'à Washington, D.C. Mais nous étions encore en short et en t-shirt. Comme le Congrès des États-Unis est un lieu officiel, j'ai emprunté une chemise à un pratiquant et j'ai acheté un pantalon. À vrai dire, je n'avais aucune idée où se trouvait le gouvernement des États-Unis. Où était le Congrès? Je n'en avais aucune idée. Je ne connaissais pas la différence entre le Sénat et la Chambre. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous leur avons parlé du Falun Gong et comment les gens bénéficiaient physiquement et mentalement de la pratique du Falun Gong. Nous leur avons dit à quel point cette répression était répandue et que de nombreuses personnes avaient été arrêtées. Alors que les pratiquants du monde entier cherchaient activement à dialoguer avec le gouvernement chinois et à trouver une solution pacifique à la crise, le moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité a eu lieu le 29 juillet 1999. À cette époque, de nombreux disciples étaient venus de tout le pays. Nous étions allés dans un hôtel. Alors que nous nous préparions à apporter des documents au Congrès, un disciple est entré précipitamment et nous a dit que le gouvernement chinois avait déclaré que notre maître était une personne recherchée. Nous étions sous le choc et la pièce entière est soudain devenue silencieuse. La nouvelle était sans aucun doute une épreuve difficile pour les pratiquants de Falun Gong confrontés aux tribulations. L'escalade de la situation, de la répression, a fait que les gens ont commencé à réfléchir sérieusement au chemin qu'ils allaient prendre. Pourquoi est-ce que tu cultives et pratiques en fin de compte? Vas-tu continuer à pratiquer face à une pression et une persécution aussi forte? Si tu cultives, alors pourquoi tu cultives? C'est une question incontournable pour chaque pratiquant. Nous nous préparions à tenir une conférence de presse. Je devais me poser la question, que dois-je dire à la conférence de presse? Que devrais-je dire aux gens? Pourquoi suis-je venu ici? Je devais répondre à ces questions pour moi-même. Puis j'ai compris que mon comportement devait répondre aux critères établis par le Falun Dafa et le maître. Je suis ici pour pratiquer authenticité, bienveillance, tolérance. Je suis ici pour dire la vérité, pour que cette bonne chose puisse bénéficier à tout le monde, pour ne pas laisser diffamer une bonne chose et laisser croire que c'est une mauvaise chose.
Pendant 2 semaines, des centaines de pratiquants du monde entier se sont affairés dans les rues de Washington. Ils se sont rendus dans de nombreux bureaux du gouvernement des États-Unis, des médias et plus de 170 ambassades étrangères. Afin de faire connaître cette persécution en Chine à plus de gens, les pratiquants ont organisé un certain nombre d'activités au National Mall de Washington sous la chaleur torride de l'été. Beaucoup d'entre eux faisaient partie de l'élite, en plus d'être des immigrants qui avaient travaillé dur pour s'implanter dans leur nouveau pays d'adoption. Cette persécution soudaine les avait aussi obligés à prendre des décisions importantes dans leur vie. J'étais très occupé à l'époque. Quand je suis parti pour DC en toute hâte ce jour-là, je n'ai pas eu le temps d'informer mon patron. Mon patron m'a envoyé un courriel pour me dire que je ne pouvais pas faire cela. J'ai vu le courriel l'après-midi du jour où je suis retourné au bureau. Après avoir réfléchi, je lui ai écrit une longue lettre. J'ai dit qu'aux États-Unis, la liberté, les droits de l'homme, la liberté de religion et de croyance, tout cela est considéré comme des droits octroyés par le ciel qu'on reçoit à la naissance. Mais en Chine, des gens payent de leur vie pour jouir de ces droits qui sont naturels pour les Américains. Ce que j'avais fait, c'était pour mes compatriotes chinois, pour qu'ils aient ces mêmes droits. Le lendemain, mon patron m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit qu'il avait compris. Il m'a demandé de l'informer à l'avance si de telles situations se présentaient à nouveau. Une fois l'attachement aux résultats ainsi que la préoccupation des intérêts personnels abandonnés, les efforts désintéressés des pratiquants ont gagné le respect et le soutien du monde entier et ont complètement brisé la tentative de Jiang Zemin d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. C'était exactement comme ce que M. Li Hangzhe avait dit. Dans l'histoire, aucun de ceux qui persécutent la croyance droite n'a jamais connu le succès. Une fois passés les premiers mois de la répression violente, les pratiquants ont commencé à réfléchir sérieusement aux questions suivantes. Quelle est la nature de cette répression? Comment fallait-il se cultiver dans cet environnement? Donc je suis Patrice de Montcamp, je suis éditeur et écrivain historien. On va commencer par l'actualité. Que pensez-vous justement des chaos qui se passent à cause de la mort de Naël et après il y a toutes ces violences, les dégâts qui se passent en France? C'est surtout qu'aujourd'hui les mouvements qui se passent n'ont plus vraiment de lien apparemment avec l'origine, la mort du jeune de 17 ans. Et je pense que c'est un mouvement de vandalisme, à mon avis, c'est du vandalisme, c'est devenu d'une stupidité profonde, de jeunes qui sont absolument pas éduqués, qui respectent rien du tout, on leur a jamais appris ce qu'était que la politique, la propriété, le travail, les choses comme ça. Et c'est pas une révolution, hein, en tout cas. Quelquefois on entend que Paris est en feu, la révolution. Non, ça n'a rien à. Je suis historien, ça n'a rien à voir avec 1789, ça n'a rien à voir avec 1830, ça n'a rien à voir avec 1848, ça n'a rien à voir avec 1871, c'est la Commune et tout, rien. C'est quoi, c'est la colère? Il n'y a pas de conviction. Non, il n'y a pas de conviction. C'est du vandalisme pour moi. La colère, elle est à l'origine, au départ, par rapport au drame qu'il y a eu avec l'enfant, le policier qui a tiré sur un enfant. Ok, ça d'accord. Ça a duré 2-3 jours. Ce qui se passe depuis, non, c'est du vandalisme. C'est des jeunes
qui vont chez Nike, rue de Rivoli, casser Nike pour prendre des chaussures, qui vont chez Franprix pour prendre de la nourriture. C'est tout. Ça n'a aucune idéologie, ça n'a aucun, pour moi, hein, ça n'a aucun mouvement, aucune conviction, rien du tout. C'est le désordre pour le désordre, et pour eux personnellement, toujours. Il n'y a pas d'intérêt social dans leur mouvement, c'est pas vrai. Comment vous expliquez justement leur comportement? J'explique leur comportement, moi je pense surtout par un manque d'éducation totale. C'est pas les gens qui réclamaient pour la retraite ou des choses comme ça qui faisaient des dégâts. C'était toujours 1000 ou 1500 bonhommes qui venaient, et les black blocs, et qui arrivaient comme ça. Ça reviendra comme ça tant qu'on n'aura pas trouvé une solution. Mais je pense que la seule solution, c'est... mais c'est long, c'est quelque chose qu'on a perdu. C'est un sens civique, un sens social, un sens culturel. Et voilà, on ne rentre pas dans un magasin, on ne casse pas un magasin et tout, si on a un minimum de respect des choses et de culture et de savoir, c'est tout. Est-ce que c'est lié au wokisme? Alors, en tout cas, c'est peut-être une forme de wokisme, c'est-à-dire cette espèce d'individualisme total de chacun, sans considération autre. On a décrété que dans le wokisme, il y a le mal et il y a le bien. Donc, on attaque le mal. Le mal, c'est la mairie, les mairies, où il y a tout le social qui aide ces gens et leurs parents à vivre et avec des aides. Et enfin, tout est absurde. On attaque les écoles, on attaque Nike pour mettre des belles chaussures, etc. Enfin bon, c'est ça. Mais oui, c'est une forme de wokisme. Le wokisme est certainement un petit peu premier en ce moment, enfin, se développe d'une façon apparemment un peu folle, mais je pense que pour moi, vraiment, c'est un problème de culture et d'éducation, vraiment. En France, le wokisme, ça se représente sous quel domaine en fait? Comment votre observation? Pour moi, le wokisme, je ne sais pas ce que ça représente, où c'est, etc. Les gens qui venaient de parler attribuent ça beaucoup, la gauche et le wokisme. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas qu'il y a du wokisme à droite, il y a du wokisme à gauche, etc. C'est une mentalité qui est beaucoup plus chez les jeunes, beaucoup plus, de toute façon. Voilà. Et moi, j'ai été très frappé. J'ai un petit-fils qui est espagnol. Il est franco-espagnol, il vit à Madrid, il est au lycée français de Madrid. Okay, et une fois par an, il est garçon, il doit s'habiller en fille. Voilà. Et donc, une fois par an, ma fille, qui est pas woke du tout, lui dit qu'il est malade et il ne va pas à l'école ce jour-là. Okay. Je trouve invraisemblable de dire à des enfants, t'es un garçon, mais si tu préfères être une fille, sois une fille. Je trouve invraisemblable, à une époque où tous ces jeunes parlent d'écologie, de respect de la nature. Il faut respecter les arbres, il faut respecter les oiseaux, il faut tout respecter. Et alors, on ne respecte pas qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille. C'est peut-être la chose la plus naturelle qui soit. Il y a des garçons et il y a des filles. Bon. Alors, ça, en soi, je trouve ça débile, c'est tout. Mais je trouve que c'est une mentalité qui est absolument effroyable. C'est-à-dire, on ne reconnaît plus la réalité des choses. On a inventé une autre réalité, hein, le yel. On n'est plus il, on n'est plus elle, on est yel. C'est absurde et ça ne fait pas l'unité. Si c'était quelque chose qui réunissait les gens et tout, mais pas du tout. C'est pas parce qu'on est yel qu'on est mieux avec un garçon ou avec une fille. Ça ne change rien, c'est tout dans les formes et toujours, je reviens, dans l'inculture totale. Et selon vous, c'est quoi le but de la promotion de LGBTQ, tout ça? Quel est le but final? J'en sais rien. J'en sais rien, moi je le comprends pas. Je ne comprends pas ça, hein. Les LGBT, les trucs comme ça et tout, je ne le comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt.
franchement, je suis d'une génération, j'ai été ami avec des tas de gens, des stars, des trucs comme ça dans ma vie, j'ai eu cette chance, qui étaient homosexuels ou pas homosexuels. Tout le monde s'en foutait, ok, hein, maintenant, il faut un drapeau, il faut des trucs comme ça. C'est toujours, ça fait dans l'agression. On est dans l'agression, dans la lutte, le truc, on met un drapeau contre un autre et tout. Je ne comprends pas tous ces mouvements. Bon, alors, je ne suis pas bon pour ça, je ne suis pas sociologue, je suis un pauvre citoyen français qui a vu pas mal de choses et qui ne comprend pas tout aujourd'hui. De toute façon, l'avenir, il appartient aux jeunes. Donc les jeunes, ils sont à l'école, ils sont en fac aujourd'hui, à l'école et en fac. C'est là que se pose le problème. La réunion qu'on a faite là, elle est très bien, très intéressante et tout, mais on est à certaines catégories sociales et d'âge qui fait qu'on est tous convaincus. Ok, bon, et c'est très bien de commencer à faire des choses comme ça, mais il faut surtout faire venir des jeunes. Il faut aller dans des écoles, il faut aller dire aux profs, arrêtez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez penser, mais laissez les autres penser aussi un peu différemment. Voilà. Et du coup, quel est votre message pour ces jeunes à travers notre écran? Pour les jeunes, alors plus que tout, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils soient bien dans leur société, ça commence par la famille, et puis après les copains, etc. et tout, et qu'ils soient heureux, qu'ils fassent ce qu'ils aient envie de faire, qui passent leur vie heureuse à faire. Vous faites de la télévision, vous aimez ça, c'est un bonheur quand on travaille dans ce qu'on aime. Okay. Et le travail, c'est important. Après, on arrête de travailler à 62, à 64, à 65, à 70. Si on est heureux dans son travail, on s'en fout de travailler jusqu'à 65 ans et plus. Okay. Mais moi, je pense que c'est le truc principal dans la vie. On est tous obligés de travailler parce qu'il faut qu'on gagne sa vie. Okay, hein, on nous l'a donné, mais il faut la gagner quand même. Hein. Donc il faut travailler, et il faut trouver le moyen de travailler dans ce qu'on aime, dans un métier qui nous fait plaisir, où on part le matin heureux d'aller bosser. Quoi. Voilà. Bon, je vous en prie. Les États-Unis affirment que l'armée chinoise les espionne depuis Cuba. Cela fait des années que cela dure. Mais la Chine est-elle sur le point de construire une nouvelle base d'espionnage à Cuba ? Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La semaine dernière, nous avons rapporté que la Chine avait conclu un accord pour construire une base d'espionnage à Cuba. Cette information était basée sur un rapport du Wall Street Journal qui citait des fonctionnaires anonymes des États-Unis. La Chine a accepté de payer plusieurs milliards de dollars à Cuba pour lui permettre de construire la station d'écoute, et les deux pays sont parvenus à un accord de principe. Oui, un pays communiste en guerre froide avec les États-Unis utilise Cuba comme intermédiaire, tandis qu'un Kennedy se présente à la Maison-Blanche et qu'Indiana Jones et Batman sont dans les salles de cinéma. Je n'ai aucune idée de l'année en cours. Selon le journal, cette affaire est importante car une installation d'écoute à Cuba, à environ 160 km de la Floride, permettrait aux services de renseignement chinois de capter les communications électroniques dans tout le sud-est des États-Unis, où se trouvent de nombreuses bases militaires, et de surveiller le trafic maritime américain. Bien qu'étant donné qu'ils écoutent principalement la Floride, ils se contenteront surtout d'entendre Ron DeSantis dire « Comment puis-je nommer woke cette semaine ? Peut-être des céréales aux fruits. Des céréales arc-en-ciel. Pour les enfants ? Pas sous ma surveillance. » Si vous vivez en Amérique et que vous craignez que la Chine espionne soudainement votre porte, ne vous inquiétez pas. La Chine le fait déjà depuis des années. Vous voyez, après que le journal et quelques autres médias en aient parlé, tout le monde l'a nié. D'abord, Cuba l'a nié. Ensuite, le Pentagone et la Maison-Blanche l'ont nié ou, du moins, ont dit que les rapports n'étaient pas exacts. Ensuite, la Chine a démenti. Mais 2 jours après la publication de l'information, les États-Unis ont semblé faire marche arrière, déclarant que les rapports n'étaient peut-être pas exacts à 100%, mais qu'ils donnaient plus ou moins raison à la Chine, qui prévoyait d'installer une base d'espionnage à Cuba.
La Maison-Blanche a déclaré qu'elle devait déclassifier l'information avant de pouvoir en parler ouvertement. Aujourd'hui, la Maison-Blanche affirme que non seulement la Chine espionne depuis Cuba, mais qu'elle le fait depuis un certain temps. Lorsque cette administration a pris ses fonctions en janvier 2021, nous avons été informés d'un certain nombre d'efforts sensibles déployés par Pékin dans le monde entier pour développer sa logistique, ses bases et ses équipements de surveillance à l'étranger afin de lui permettre de projeter et de maintenir sa puissance militaire à une plus grande distance. Ils envisageaient un certain nombre de sites dans le monde pour cette expansion, y compris des installations de collecte de renseignements à Cuba. En fait, d'après les informations dont nous disposons, la RPC a procédé à une mise à niveau de ces installations de collecte de renseignements à Cuba en 2019. Donc hier, c'était un ballon espion chinois, aujourd'hui c'est une base d'espionnage chinoise. Je parie que demain, ce sera un bateau espion chinois, qui remontera le Mississippi. Que fait donc l'administration Biden au sujet de la Chine à Cuba? Je vous le dirai juste après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à tous. L'administration Biden a admis l'existence d'une opération d'espionnage chinoise à Cuba et la menace qu'elle représente pour les États-Unis. Les médias affirment que la Chine veut renforcer sa présence à Cuba et qu'elle a accepté de payer plusieurs milliards de dollars à Cuba pour pouvoir y construire une nouvelle base d'espionnage. Ils sont sur une belle île tropicale et ils ne pensent qu'à des bases d'espionnage. Pas étonnant que la Chine soit si tendue. Ils ne savent pas comment laisser leur travail à la maison. Prenez des vacances, PCC. De préférence, des vacances permanentes. À l'heure où nous publions cet enregistrement, l'administration Biden n'a pas encore confirmé cette information. Mais de nombreux médias ont cité des sources anonymes affirmant qu'un accord était en cours. CNN a rapporté que les États-Unis ont appris l'existence de ce plan au cours des dernières semaines. Ce qui, si c'est vrai, expliquerait au moins en partie pourquoi l'affaire n'est révélée que maintenant. La Chine construit donc une base d'espionnage dont tout le monde est au courant. Un bon plan. L'ancien ambassadeur des États-Unis en Chine, Max Baucus, a déclaré à CNN qu'il était surpris que l'administration Biden ait d'abord nié l'information, car la Chine est présente à Cuba depuis longtemps. Étant donné que Cuba et la Chine sont des alliés communistes, il n'est guère surprenant que la Chine s'en serve comme plaque tournante pour l'espionnage. Après tout, Cuba a permis aux Soviétiques d'y installer des missiles nucléaires pendant la guerre froide pour menacer leur ennemi commun, les États-Unis. Et moi qui pensais que ma voisine était passive-agressive, en mettant un panneau disant « Les heures de silence sont de 22h à 6h du matin ». Je suis content qu'elle l'ait mis sur ma porte, plutôt que sur une bombe atomique. Et il serait assez surprenant que la Chine n'utilise pas ses liens avec Cuba pour l'espionnage, en raison de la proximité avec les États-Unis. Cuba n'est qu'à 90 miles de la Floride, qui abrite les quartiers généraux du commandement sud des États-Unis, du commandement central des États-Unis et du commandement des opérations spéciales des États-Unis. Le Southern Command couvre tout l'hémisphère occidental au sud des États-Unis, le Central Command se concentre sur le Moyen-Orient, et le États-Unis Special Operations Command couvre toutes les forces spéciales américaines. James Stavridis, ancien commandant du commandement sud des États-Unis, a déclaré que leur centre de contrôle et de commandement fusionnait des données provenant du monde entier et fournissait une image détaillée des activités militaires, des activités de renseignement et des activités liées aux stupéfiants dans l'ensemble de la région. Avoir une présence militaire près de la Floride serait donc très précieux, surtout si la Chine peut capter les signaux militaires des États-Unis. Sans parler de l'intérêt d'être sur l'île cubaine qui, en plus de Cuba, abrite à la fois la prison de haute sécurité et la base navale des États-Unis de Guantanamo Bay. Nous savons depuis au moins le mois d'avril que la Chine a pour projet de construire des installations d'espionnage dans le monde entier. Là encore, ce n'est pas la base d'espionnage la plus efficace lorsque tout le monde est au courant. Nous le savons grâce à des documents de haut niveau divulgués par Jack Teixeira, ancien membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts. Selon le Washington Post, ces documents montrent que les États-Unis s'inquiétaient de la construction d'une éventuelle base d'espionnage chinoise aux Émirats arabes unis. Sous la pression des États-Unis, les Émirats arabes unis ont déclaré avoir arrêté la construction, mais en décembre dernier, les services de renseignement américains ont montré que la construction avait repris. Les documents montrent également que les efforts de Pékin aux Émirats arabes unis font partie d'une campagne ambitieuse de l'Armée populaire de libération de la Chine, visant à construire un réseau militaire mondial, comprenant au moins 5 bases à l'étranger et 10 sites de soutien logistique d'ici à 2030. L'administration Biden affirme qu'elle s'efforce de contrer ces bases, en faisant pression sur les pays susceptibles de les accueillir. Bon sang, ce remake en prise de vue réelle de espion contre espion est bien moins hilarant que ce que j'espérais. Je ne peux pas détailler toutes les mesures que nous avons prises, mais la stratégie commence par la diplomatie.
Nous nous sommes intéressés au gouvernement, qui envisage d'accueillir des bases de la RPC à des niveaux élevés. Nous avons échangé des informations avec eux. Nos experts estiment que nos efforts diplomatiques ont ralenti les efforts de la RPC. Dans le cadre de ces efforts diplomatiques, la Maison-Blanche a déclaré avoir discuté directement avec Cuba de l'accueil d'une base d'espionnage chinoise. C'était leur grand plan. Et, Cuba, tu sais que tu laisses ton pote construire une base d'espionnage? Pourriez-vous ne pas le faire? Nous vous serions redevables. Le ministre cubain des Affaires étrangères a répondu que ces allégations étaient fausses. Il les a qualifiées de « fabrication américaine destinée à justifier l'embargo économique imposé par Washington à l'île depuis des décennies ». L'embargo auquel il fait référence correspond aux restrictions commerciales et de voyage que les États-Unis ont imposées à Cuba en 1962, peu après la prise de contrôle de l'île par les communistes. Les sanctions étaient destinées à renverser le régime communiste, mais grâce à des alliés communistes comme la Russie et le Venezuela, l'économie cubaine est restée à flot, bien que de justesse. L'économie cubaine est en quelque sorte la porte à laquelle Rose s'accrochait à la fin du Titanic. Elle pouvait la soutenir, mais pas elle, et Jack. James Cameron lui-même l'a testé. Ils auraient coulé. Le débat est clos. L'embargo sur Cuba a rendu les relations avec les États-Unis pour le moins tendues. En 1982, le président Reagan a qualifié Cuba d'État soutenant le terrorisme. En 2015, le président Obama a abandonné cette étiquette et rétabli les relations diplomatiques avec Cuba. Cependant, Trump a de nouveau coupé les liens en 2017, après que des diplomates des États-Unis ont commencé à souffrir d'une étrange maladie, surnommée le syndrome de la Havane. Selon le Wall Street Journal, le syndrome de la Havane est un ensemble de symptômes médicaux inexpliqués, notamment des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées, de l'anxiété et des difficultés cognitives, ressentis pour la première fois par le personnel du département d'État américain en poste à Cuba à la fin de l'année 2016, bien qu'il se soit manifesté dans le monde entier. On ne sait toujours pas quelle en est la cause. Il pourrait s'agir d'une maladie propre à l'île ou d'une astuce que Cuba a empruntée à son vieux copain, la Russie. M. Trump a également redonné à Cuba le label d'État soutenant le terrorisme. Et si Joe Biden a assoupli certaines sanctions, il n'a pas rétabli les relations diplomatiques avec Cuba et l'embargo reste en place. Quelle sera donc l'efficacité des États-Unis pour dire à Cuba de ne pas accueillir une base d'espionnage chinoise? Je pense que c'est aussi efficace que de dire à son chat de ne pas jouer au hockey avec sa tasse de café. Il ne faudra peut-être pas attendre longtemps avant que Cuba ne sache tout de la guerre planifiée par Ron DeSantis contre les céréales aux fruits. Des histoires comme celle-ci ne seraient pas possibles sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Laissez un like et un commentaire parce que cela nous aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. Et si vous le pouvez, rejoignez l'armée des 50 centimes de la Chine non censurée en contribuant sur patreon.com/China Uncensored. Il suffit $1 par épisode. Vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Pour vous remercier, je répondrai à vos questions à la fin de l'émission. La question d'aujourd'hui est posée par Jim May. Chris, est-ce que la création par les États-Unis d'un système de protection de la liberté d'expression des étudiants chinois, en accentuant le découplage, constituerait une menace plus forte que des actions militaires? Une question intéressante, Jim. Jim réagit à un épisode récent sur la façon dont le Parti communiste chinois harcèle et censure les étudiants chinois qui étudient ici même en Amérique. Que devons-nous faire à ce sujet? Eh bien, en général, Jim, je pense que vous avez raison de dire que pour la plupart des choses, l'action militaire n'est pas la meilleure façon de répondre à l'agression du Parti communiste. Mais le problème des étudiants chinois aux États-Unis est un vrai problème. Comme ils doivent retourner en Chine à un moment ou à un autre, et qu'ils ont de la famille en Chine, ils vivent dans une situation de peur constante. Le parti aura toujours un moyen de pression sur eux. Les États-Unis peuvent fermer les associations d'étudiants et d'universitaires chinois, qui font le plus de mal aux étudiants chinois, mais la principale activité du Parti communiste chinois est de persécuter les Chinois. Les universités américaines doivent cesser de se plier aux exigences du PCC en raison de tout l'argent qu'elles reçoivent des étudiants internationaux chinois, mais les États-Unis doivent se rendre compte que ces étudiants sont en première ligne de la bataille entre le monde libre et le Parti communiste chinois, et doivent avoir pour priorité de les éduquer sur la véritable nature du Parti communiste chinois. Merci pour votre question et votre soutien, Jim, et merci d'avoir regardé cette émission. Encore une fois, si vous voulez que je réponde à votre question dans l'émission, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Je suis Chris Chappell. À la prochaine fois. Cao Cao, qui a vécu de l'an 155 à 220, est un seigneur de guerre très connu de la fin de la dynastie Han.
Il était non seulement célèbre pour son ingéniosité dans la guerre, mais aussi pour sa frugalité dans la vie de tous les jours. Dans son poème Tu Guanshan, il dit « Le luxe est le plus grand des péchés. La frugalité est une vertu reconnue par tous. » Cao Cao a promulgué un commandement interne, avertissant sa famille et ses proches de faire preuve de parcimonie. Il a déclaré ne pas aimer les meubles trop décorés et présentant des couleurs vives. Les boîtes qu'il utilisait étaient faites de vieux cuir mélangé à un peu de cuir neuf. Plus tard, quand même les boîtes de ce type ont disparu à cause de la guerre, il a fallu les remplacer par des boîtes carrées en bambou enveloppées de tissu grossier. Cao Cao a également dit qu'il portait les mêmes vêtements et se servait des mêmes couettes pendant au moins 10 ans. Lorsque ces objets à usage quotidien étaient abîmés, il les faisait raccommoder. Ses vêtements ne portaient pas de broderie, ses rideaux et paravents endommagés étaient réparés au lieu d'être remplacés. Dans le commandement interne que Cao Cao avait promulgué, il déclarait souffrir d'une maladie lui causant des maux de tête. Pour soulager la douleur, il mettait souvent de l'eau froide dans un récipient afin d'y tremper sa tête. Étant donné que les récipients en cuivre dégagent une odeur désagréable si l'eau est laissée trop longtemps dedans, il a voulu changer pour des récipients en argent. Mais par crainte que les gens ne disent qu'il aimait des articles en argent et pour éviter de susciter en eux l'envie de le corrompre, il a finalement choisi des récipients en bois. Cao Cao était économe dans ses dépenses quotidiennes. Ses repas ne comprenaient qu'un seul plat de viande. Il avait préparé seulement 4 habits funéraires, chacun dans une boîte pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il avait aussi ordonné des funérailles simples pour lui-même. Cao Cao, qui occupait une position élevée, avait des exigences strictes envers lui-même ainsi qu'envers sa famille. Quand la région de Hebei était passée sous son contrôle, il a interdit aux familles de brûler de l'encens pour parfumer la maison. Si une pièce ne sentait pas bon, il pouvait seulement brûler de la résine de liquide ambar ou du basilic sacré. Les cérémonies de mariage de ses 3 filles étaient très simples. Les draperies utilisées pour la marier étaient noires. À l'époque, il existait des broderies de luxe et les chaussures en soie de différentes couleurs étaient très à la mode chez les familles de hauts fonctionnaires. Cao Cao a également acheté ce genre de modèle en provenance du sud de la Chine pour sa famille, mais il a stipulé dans le commandement interne que ces magnifiques vêtements et chaussures pouvaient être portés jusqu'à ce qu'ils soient usés, mais ne pouvaient pas être rachetés. Les épouses et concubines de Cao Cao vivaient elles aussi une vie très modeste. Elles réparaient des objets du quotidien à plusieurs reprises après usure, et elles cultivaient et tissaient elles-mêmes. Il y avait une exception à la frugalité de Cao Cao. Il n'était pas avare lorsqu'il s'agissait de récompenser les gens vertueux. Afin de convaincre le grand général Guan Yu de se joindre à son camp, Cao Cao organisait souvent de grands banquets pour lui. Il lui a même offert un célèbre cheval surnommé Lièvre Rouge. Plus tard, lorsque Guan Yu quitta Cao Cao pour rejoindre Liu Bei, son frère par serment, Cao Cao ne l'a pas empêché de partir, respectant les aspirations de Guan Yu. Un vieil adage chinois dit « Ce n'est qu'en étant indifférent vis-à-vis des profits et du renom que nous pouvons montrer un caractère noble. Ce n'est qu'en étant calme et serein que nous pouvons aller très loin. » L'histoire de Cao Cao ne pourrait-elle pas nous donner des inspirations dans ce sens ?